Merci. Maintenant, on va entendre Svetlana Shlokova. Et son intervention s'appelle L'irruption du tiers, tu n'as pas changé. L'irruption du tiers de l'éthique au politique dans la pensée de Lévinas. Merci. Je voulais remercier tout le monde pour être présent là. Dans cet exposé, nous allons nous pencher sur l'extravagante hypothèse, comme l'appelle Miguel Abanso, selon laquelle pour Lévinas, l'État égalitaire et juste ne peut jamais prendre sa source dans la guerre de tous contre tous, mais seulement dans l'extravagante générosité du pour l'autre. C'est dire qu'il est possible de concevoir une articulation entre éthique et politique qui serait un renversement de la pensée pour l'autre à la pensée avec l'autre, un passage de l'asymétrie du rapport éthique à la réciprocité entre les citoyens. S'il s'agit de questionner le passage entre l'éthique et le politique, c'est parce qu'il y a un écart entre les deux dans les pensées lévinassiennes. En effet, la situation éthique, en tant qu'elle est autrement qu'être, échappe à l'ordre de l'ontologie et donc aussi à la dimension politique. L'autrement qu'être qui s'ouvre dans la relation avec autrui n'est pas un simple autre de l'être que celui-ci peut toujours récupérer. Il est une transcendance inconvertible en immanence. Il serait donc question de comprendre comment l'articulation entre l'éthique, le dire dans le langage d'autrement qu'être, et le politique, le dit, est-elle possible? Quelle trahison comporte la traduction de l'éthique sur le plan politique? Quelle possibilité laisse-t-elle ouverte pour la réalisation de l'action éthique? Nous aborderons le thème du passage de l'autrement qu'être à l'être à travers deux figures qui présentent deux possibilités de traduction de l'infini de la responsabilité dans sa possible réalisation sur le plan social, le sacrifice et le don. Cette analyse est importante en ce qu'elle nous permettra de rendre compte du caractère ambigu de la figure du tiers. C'est en effet en raison de cette ambiguïté qu'il faudrait chercher dans les figures du tiers le point de basculement de l'ordre éthique dans l'ordre politique. Ainsi, nous examinerons la thèse lévinassienne selon laquelle l'éruption du tiers demande une limitation de la responsabilité à travers laquelle s'effectue le passage de l'asymétrie absolue de la relation éthique à travers la proximité du face-à-face à la réversibilité qui naît dans la justice. Afin d'aborder le problème de l'expression de la relation éthique sur le plan politique, il faudrait d'abord remarquer quelques points décisifs dans l'analyse lévinassienne de la vie subjective dans la relation avec autrui. Nous nous appuierons ici principalement sur autrement qu'être, où à travers une méthode hyperbolique, Lévinas analyse la structure affective du rapport du moi face à autrui. À travers l'analyse de la proximité avec autrui, Lévinas montre que la subjectivité prend sa naissance dans l'approche de l'un pour l'autre, comme exposition, comme vulnérabilité, qui se renverse dans le traumatisme fait par autrui au moi. L'unicité du moi se consolide donc dans la responsabilité qui s'impose au moi de manière obsessive et par là même inévitable. L'unicité aiguë de la subjectivité se forme en tant qu'inquiétude engendrée par le caractère jamais assez proche de la proximité. Ainsi, par le fait de cette inquiétude même, la subjectivité est l'aspiration infinie qui tend vers l'autre. D'où finalement la définition que donne Lévinas de la subjectivité comme substitution à autrui, où le moi se définit non pas dans la tautologie monotone de la coïncidence avec lui-même, mais sous le mode de l'accusatif, puisque accusé, mis en question, en otage par autrui. Du fait que la proximité rend possible la relation et le point hors l'être, Lévinas souligne que l'un pour l'autre ne coïncide pas avec ce que l'on entend par subjectivité engagée, car l'engagement présuppose la conscience théorique et par conséquent la possibilité d'assumer, tandis que la responsabilité dans la proximité, en tant qu'elle est diachronique et par là plus passive que toute passivité, est précisément inassumable. C'est pourquoi Lévinas parle de l'assignation de l'un pour l'autre. Il ne s'agit en effet pas d'une décision prise par la volonté, d'un acte quelconque de la conscience qui aurait le choix initial. Nous pourrions dire que l'engagement représente la traduction dans le dit de l'un pour l'autre qui appartient au dire, la traduction qui trahit l'approche à autrui. Car en la traduisant dans les termes de la conscience, l'engagement renverse la responsabilité dans la prise de décision par la conscience. Cet exemple nous permet de comprendre que le risque que comporte la traduction du dire dans le dit consiste dans le renversement qui est la trahison de l'essence même de la proximité. Dans ce sens, ce qui est dangereux
c'est la tentative de la traduction que l'on pourrait nommer littérale. Une telle tentative serait la réalisation, sous la forme d'un sacrifice, de l'assignation qui s'impose à la subjectivité dans l'approche de l'un pour l'autre. Aussi, comme l'engagement, le sacrifice, avant tout, détruirait la diachronie de la responsabilité, puisque la réponse à l'appel en tant que mise en question par l'autre ne serait plus une assignation originaire, antérieure à la réponse de la responsabilité sous la forme de l'acte de liberté. En effet, s'il est possible de parler du sacrifice dans la situation de prise en otage par autrui, ce n'est que du sacrifice imposé par l'autre. Le fait que le sujet responsable ne peut pas être un sujet se sacrifiant est commandé avant tout par le caractère diachronique de la responsabilité. La réponse à l'appel d'autrui précède le commandement, mais non parce qu'elle se donne avant les questions, mais parce qu'elle ne finit jamais de répondre. Or, dans ce cas, on pourrait se demander avec Lévinas comment se fait la réponse. Pour Lévinas, je cite, « La réponse à l'assignation est la générosité du sacrifice hors du connu et de l'inconnu, sans calcul, car allant à l'infini. » Fin de citation. Autrement dit, le sacrifice imposé par autrui se donne hors de toute économie, sans possibilité de retour, sans possibilité même d'accomplissement. Dès lors, l'infinition du sacrifice demande son inaccomplissement, comme si cet accomplissement était son anéantissement. Il est donc possible de voir dans l'inaccomplissement du sacrifice sa fonction positive. Pour le dire autrement, on pourrait prendre le sacrifice comme une figure hyperbolique qui témoigne d'une responsabilité infinie devant autrui. Ainsi, l'inaboutissement du sacrifice est un échec de la traduction de l'infini de la responsabilité devant autrui dans l'action éthique. Nous parlons ici d'une tentative de traduction littérale, puisqu'il s'agit dans le sacrifice de trouver un équivalent entre l'infini de la responsabilité, qui dans le dire est une substitution, et l'acte éthique qui trouve sa place dans le dit. Pourtant, l'accomplissement du sacrifice, en ce qu'il permet de s'évader de l'accusation de l'autre, mettrait en question l'infinition même de la responsabilité. Il est donc impossible. En même temps, le sacrifice est aussi impossible parce que l'accomplir signifierait ignorer ce fait banal que la vie n'est jamais une relation à deux, mais la vie avec les autres. Se sacrifier pour autrui signifierait ignorer le tiers. C'est donc précisément le tiers qui regarde dans les yeux d'autrui, qui veille l'inaccomplissement du sacrifice. Je cite Lévinas. Le tiers introduit une contradiction dans le dire, dont la signification devant l'autre allait jusqu'à alors dans un sens unique. Fin de citation. Selon Joseph Cohen, l'infinitisation du sacrifice ne se réalise qu'à travers ce qu'il appelle une interruption du mouvement du sacrifice. C'est donc le tiers qui interrompt le sacrifice. Ou, par interruption, à la suite de Cohen, nous entendons, je cite, l'arrêt du sacrifice comme l'arrêt de l'accomplissement du sacrifice, l'interruption de sa réalisation, la suspension de toute relève sacralisante du sacrifice. Fin de citation. Il est essentiel de noter que le tiers qui apparaît vers la fin d'Autrement qu'être n'est pas le tiers que Lévinas évoque à plusieurs reprises dans Totalité infinie. Ce n'est pas la figure de l'humanité qui se dessine dans le visage d'autrui, ni non plus le tiers survolant dans son indifférence les relations de face à face. Car le tiers apparaît dans la proximité avec autrui. Il est aussi prochain. Néanmoins, la figure du tiers reste ambiguë. D'un côté, le tiers n'est pas tout simplement une instance neutre et universelle, autre que le prochain, mais il est aussi un autre prochain. Et d'autre côté, justement, en tant qu'un autre prochain, il interrompt le face-à-face, en tant qu'interrompant le face-à-face, interrompant la proximité ou l'approche du prochain. C'est avec le tiers que commence la justice. Il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas de l'entrée du tiers comme fait empirique. Le tiers ne s'oppose pas à la responsabilité d'autrui comme une force qui serait plus grande de celle qui oblige à répondre d'autrui. C'est l'obsession même par le tiers en tant qu'appel à la responsabilité infinie devant lui, comme un autre prochain qui demande la justice. Ainsi, l'entrée du tiers, écrit Lévinas, c'est le fait même de la conscience. Nous voudrions souligner, l'entrée du tiers est le fait de la conscience. Il n'est pas l'effet de la conscience. Le tiers n'est pas là parce que le moi a une quelconque capacité d'universalisation. La limitation de la responsabilité pour autrui que produit le tiers n'est pas une prise de décision,
ou un résultat de calcul. C'est une réciprocité qui n'est justement pas en survol, une position neutre qui prendrait la conscience afin de comparer, mais une réciprocité qui naît de l'obsession et qui, d'une manière complexe, s'articule avec la prise de conscience. La question est donc comment s'effectue ce passage de la non-réciprocité de l'approche de l'un pour l'autre à la réversibilité de la relation sociale dans l'ordre de la justice. Comment est-il possible de réaliser une relation sociale qui tiendrait compte de l'infini de la responsabilité? Selon Lévinas, pour ne pas ignorer l'altérité radicale d'autrui, il faudrait entamer le mouvement sans retour, le mouvement à sens unique qui sera celui d'Abraham et non pas de Ulysse. En s'opposant à la notion du soi qui se consolide dans la tautologie monotone d'une identification à soi-même, Lévinas cherche, je cite, une expérience hétéronome dont le mouvement vers l'autre ne se récupère pas dans l'identification, ne revient pas à son point de départ. Fin de citation. Lévinas appelle œuvre cette orientation qui va librement du même à l'autre. C'est sur l'analyse de cette idée que nous voudrions nous pencher en faisant appel à Jacques de Witt, qui, dans son analyse de l'article de Lévinas de 1963, La trace et l'autre, propose de comprendre l'œuvre dans le sens de faire œuvre et d'œuvrer, c'est-à-dire comme une forme d'action, de don et de générosité. Dans son analyse de l'idée d'asymétrie dans le passage de la première pensée de Lévinas à la deuxième pensée de Lévinas, c'est-à-dire en gros le passage de totalité infinie à autrement qu'être, De Witt propose de penser le don et la générosité comme ceux qui constituent le lien social. De Witt situe la première pensée du don chez Lévinas entre une position utilitariste et une position anti-utilitariste radicale, car d'un côté, le don n'est pas une pure dépense, ni une entreprise en pure perte. Même s'il ne cherche pas un bénéfice, ce mouvement sans retour ne va cependant dans le vide, parce que cela signifierait qu'il perd son orientation absolue. D'un autre côté, la générosité pour Lévinas récuse l'attitude calculatrice qui quête une récompense immédiate de son triomphe. Or, si dans l'interprétation que l'on trouve dans Totalité infinie, la générosité est conçue en tant qu'alliée à une forme d'audace, puisque l'action se déroule sans aucune garantie de réciprocité en retour, dans le texte de Lévinas de 1963, on voit déjà le dessin de la pensée la plus radicale, d'autrement qu'être, car la générosité devient l'impensable sans l'ingratitude de l'autre. De Witt souligne avec insistance que la radicalité de la pensée de l'ingratitude comme condition de la générosité ne laisse pas la possibilité de penser le lien social effectif, car cette idée amène à une alternative tranchée. Soit il n'y a aucune générosité sans l'ingratitude de la part de l'autre, soit la générosité n'est qu'une forme d'égoïsme, d'apparence, qui vise la gratitude en réponse. Le point faible de l'exigence de l'ingratitude qu'on trouve dans le deuxième pensée de Lévinas est justement l'absence de l'entente qui rend possible la patience dans laquelle le sujet renonce à être le contemporain de l'aboutissement de sa propre action, à être le contemporain de son œuvre. En effet, l'ingratitude présupposée détruit la diachronie de la non-réciprocité et se fait déjà réponse, même si c'est une réponse négative, tandis que la relation avec autrui ne commence pas dans la coprésence de l'élan généreux et d'une réponse quelconque. Il y a donc ici une contradiction. À cette conception radicale de l'ingratitude comme condition de la générosité, De Witt oppose une pensée de contre-don inspirée par l'essai sur le don de Marcel Mauss, selon laquelle le don rendu n'équivaut pas au don reçu. Il n'y a donc pas de cercle, mais pour utiliser une image plutôt spirale, qui rend possible une position moyenne où la gratitude n'annule pas le mouvement libre vers autrui. Ce qu'il faut faire, c'est assumer le risque, car finalement, approcher autrui, c'est, en citant Lévinas, un beau risque à courir. De Witt insiste sur le fait qu'il est possible de penser l'asymétrie éthique réalisée dans la réciprocité de relations sociales. Avec l'idée du don, De Witt essaie de comprendre la possibilité d'articulation entre la relation éthique et son effectuation. Mais est-ce que le problème de la pensée lévinassienne de la générosité se réduit à la différence entre sa première pensée et la deuxième? Est-ce que dans la deuxième, il s'agit juste, comme le pense De Witt, d'une radicalisation et d'un renversement qu'il s'agit de critiquer? Nous croyons
que si on voulait se pencher sur la question de la possibilité du don, il faudrait le faire en le croisant avec celle de l'impossibilité du sacrifice dont nous avons parlé avant. Selon notre hypothèse, ce qui rend impossible le sacrifice, finalement, rend possible le don. L'infini de la responsabilité qui oblige à la substitution ne serait pas vivable, serait donc en sacrifice si la limitation n'intervenait pas. De la même manière, l'ingratitude en réponse à la générosité rendra celle-ci une pure perte, en mouvement à l'infini sans aucune orientation. Si le don est donc la possibilité de la réalisation de l'élan généreux, qui, sans se réduire à l'échange calculateur, n'aboutit pas à une pure dépense, il s'agit donc de se rendre compte d'une limitation qui se joue dans le don. Pour cela, il faudrait retourner vers les pensées du premier Lévinas, où David croit trouver cette position moyenne où la non-réciprocité ne jouait pas encore le rôle de la condition du don. David se réfère au beau passage d'un texte lévinassien consacré à Merleau-Ponty. Je cite. « Dans la poignée de main, l'essentiel ne réside-t-il pas dans la confiance, le dévouement de la paix, et avec une part du don, allant de moi à l'autre, et une certaine indifférence en compensation dans la réciprocité et aussi avec gratuité éthique, que la poignée de main instaure et qu'elle signifie sans être le simple code qui en transmet l'information. » Fin de citation. On trouve ici l'idée d'une générosité où la non-réciprocité n'est même pas encore introduite, car il y a dans le geste d'une main tendue à la fois la confiance et l'assumption du risque que ce geste restera sans réponse. Par le geste même, la non-réciprocité ou la réciprocité se met entre parenthèses. C'est cette suspension que David salue dans le geste de générosité. Dans l'élan de l'œuvre, il n'y a aucun souci de l'éventualité d'une réciprocité. La question ne se pose même pas. Nous pourrions même dire que c'est dans le geste même que la non-réciprocité naît. Ce n'est pas le geste d'une reconnaissance ou d'une haute position par rapport à autrui. Le risque lui-même est une expression de la non-réciprocité. Car être sûr à l'avance d'une réponse ne demande pas d'audace dans l'approche. En revanche, risquer, se lancer dans ce que Lévinas appelle une aventure de la subjectivité, c'est vivre dans une relation essentiellement non réciproque où l'autre est l'énigme, l'absolument autre. Le don de la générosité se fait réponse à l'appel de l'autre, dans lequel il trouve sa source, mais non pas sa satisfaction. Le don signifie donc l'approche de l'un pour l'autre dans la proximité, et par là même, il est le mouvement sans retour qui se lance en réponse à l'appel d'autrui, qui par sa force obsessive demande un sacrifice. Rappelons que Lévinas insiste sur le fait que l'apparition du visage ne présuppose ni une forme ni une image. La manifestation du visage se réalise comme discours, autrui se donne comme un appel éthique. Or, le rôle du tiers, qui demande la justice, et par là la comparaison de l'incomparable, se situe dans la visibilisation du visage, c'est-à-dire là où le visage apparaît non plus comme la trace de l'infini, mais comme l'image. L'image qui, en tant que doublure de l'être, une ombre de la réalité, ne renvoie qu'en deçà de l'être, en ignorant la transcendance qui se révèle dans le visage de l'autre. C'est alors dans la venue du tiers que se trouve le point de basculement, le point d'articulation entre éthique et politique. Or, si d'un côté pour Lévinas, la venue du tiers est le fait de la conscience, de la comparaison et de la naissance de l'État, d'un autre côté, le tiers est déjà présent dans le visage d'autrui. S'il vient interrompre la société à deux, c'est dans la mesure où il est d'ores et déjà en train de le faire. Par conséquent, la figure du tiers ne comporte pas par elle-même la naissance d'une tyrannie. À l'inverse, c'est à partir du tiers que l'État juste, dans lequel l'égalité entre les citoyens s'inspire de la non-réciprocité originaire, est possible. C'est l'ambiguïté de l'apparition du tiers qui indique l'ambiguïté de son rôle. Sa positivité ressurgit au sein de la négativité. Le tiers apparaît dans le visage d'autrui et en même temps, par son apparition, il rend le visage visible. Cela peut produire à la fois la visibilisation de la trace et son effacement dans la réversibilité d'un rapport juridique abstrait. C'est en s'appuyant sur cette ambiguïté que Lévinas propose une extravagante hypothèse de laquelle nous sommes partis,
selon laquelle l'état juste prend sa naissance dans l'extravagante générosité de l'homme pour l'autre, à savoir dans la limitation du principe que l'homme est pour l'homme. Le tiers demande la justice en limitant la responsabilité pour autrui, en suspendant le sacrifice et en différant son accomplissement. Mais par le même mouvement, il révèle la substitution de la subjectivité dans la proximité, en mettant en évidence sa trace fuyante, s'effaçant et réapparaissant. Il est incontestable que sans le tiers, la trace ne s'effacera pas dans l'image. Mais il est aussi évident qu'il est impossible d'approcher autrui sans passer par la rencontre avec son visage qui se fait dans cette ambiguïté entre trace et image. De la même manière, s'il faut chercher l'enracinement de la justice dans l'éthique, ce n'est pas dans le refus du visible, dans le retour à la non-ambiguïté de l'invisible, mais dans le visible même, sous la condition qu'il faudrait se rendre compte de ce qu'il trahit. Car la venue du tiers rompt l'accroissement infini de la responsabilité, et par là même il trace les limites à la responsabilité pour autrui. Mais il ne faut pas identifier ce mouvement de l'interruption avec l'effacement de l'altérité d'autrui, car celui-ci est déjà un effacement de la trace, alors que l'éruption du tiers rend la trace visible dans le moment même où il participe à son effacement. Il reste donc un écart entre le surgissement de l'image et l'effacement de la trace, entre la politique totalitaire et la justice qui s'enracine dans l'éthique. Autrement dit, entre l'État et l'État juste. Cet écart n'est pourtant pas un abîme, mais un espace pour une rencontre où la conscience d'autrui prend sa place. Merci. Merci Svetlana. Donc, est-ce que vous avez des questions? Mais je vais commencer juste avec justement une question à laquelle tu pourrais répondre, mais sur la définition de la justice, parce que chez Lévinas, en fait, il y a la justice dont tu as parlé, mais il y a aussi la justice éthique. Et en fait, on voit à travers ce que tu as dit que la justice éthique ne peut pas vraiment s'accomplir, et en même temps, la justice introduite par le tiers, elle ne peut pas vraiment s'accomplir non plus. Qu'est-ce que tu en penses quoi? Enfin, voilà. C'est-à-dire que l'un ou l'autre n'est pas réalisé. Oui, qu'est-ce que c'est finalement la justice? Est-ce que ça peut, en pratique, exister? Disons que c'était justement les questions où tu es sur ça, comment on peut articuler les deux. Oui. Il faut hurler. Il n'y a pas de micro, désolé. Mais c'est une question qui traverse Lévinas, je trouve. Enfin, non, je pense que c'était pas pour dire que la justice étatique, elle n'est pas possible, ou que la justice éthique, elle n'est pas réalisable. C'était plutôt la question, justement, de poser la question de comment les deux peuvent s'articuler, et que la justice éthique, elle est réalisable à travers... réalisable. Ah. Réalisable, mais pas... justement, dans cette dynamique qui est entre infinition et limitation. Pas en tant qu'éthique dans le sens d'autrement qu'être, de l'éthique hyperbolique, qui demande justement, comme moi j'essaie de montrer, qui demande justement le sacrifice, si on essaie de le faire directement comme ça. Mais j'essaie plutôt de voir cette voie par biais, par le don, qui est le geste par lequel on assume le risque, et en même temps par lequel on se lance totalement. C'est plutôt penser l'éthique, prendre l'éthique hyperbolique dont parle Lévinas comme ce qui doit être traduit nécessairement. Parce que, bon, comme le dit Lévinas, on a toujours le pied dans l'être, du coup on ne peut pas y sortir, mais on y va. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est difficile de répondre. Oui, Yann? Une question par rapport à la question du sens unique. Vous avez évoqué le sens unique de la responsabilité et l'interruption du tiers. Donc, si je ne me trompe pas, dans l'article Le sens et la signification, Lévinas parle du rapport entre le sens éthique et les significations culturelles. Il dit que, en gros, nous avons besoin d'un sens unique pour pouvoir juger et pour que la signification puisse se faire, tout simplement. Est-ce que, du moment intervient la notion du tiers, est-ce que Lévinas tient toujours
ce sens unique, ou est-ce qu'il abandonne cette philosophie du sens unique, selon vous? Je pense que Lévinas, il ne pourra pas abandonner cette idée parce que justement la difficulté de la figure du tiers, c'est pas quelqu'un qui soudainement il entre dans la chambre où on était à deux et tout marchait bien. Que justement la difficulté, les problématiques qui m'intéressent chez Dernier Lévinas, c'est justement penser les deux en même temps. Et même peut-être avant penser le tiers qu'avant penser la droiture du face-à-face. Penser comment les deux peuvent s'articuler. Ça veut dire que c'est pas une... Quand je parle de l'interruption ou de l'imitation, c'est les mots qui sont un peu... qui sont plutôt ambigus. Je veux dire, c'est pas une limitation qui intervient après qu'il y ait une infinition, mais c'est une limitation qui se joue dans le même mouvement de l'infinition. C'est plutôt de voir que justement la relation éthique elle est irréalisable justement si on ne conçoit pas l'imitation qui intervient tout de suite en même temps, même si on peut dire comme ça. Oui. Vous avez utilisé l'expression donc l'État égalitaire et juste. Et c'est vrai que ça correspond tout à fait à ce que Lévinas appelle l'État libéral, pour lequel il a beaucoup d'admiration. Effectivement, la justice se définit par l'égalité des droits, ce qui correspond bien sûr aux démocraties que nous connaissons. Mais il y a quand même aussi une notion de justice, alors peut-être ça retrouve un petit peu ta question, quelque chose qui se réalise par le politique, mais qui va au-delà du politique, dont Lévinas dit toujours qu'elle est à inventer, il en parle beaucoup dans les textes talmudiques, et qui est fondé, où l'État est fondé vraiment sur la justice sociale. Il me semble qu'il y a vraiment une distinction entre l'État fondé sur l'égalité et l'État fondé sur la justice sociale qui va au-delà, et qui est vraiment l'État qui serait fondé justement sur la fraternité, sur un principe éthique qui continuerait à le régir, voilà. Je pense qu'il y a une distinction. Oui, je pense que le problème de ce texte aussi, que la manière dont j'utilise le terme politique, c'est plutôt de niveau social qu'il faudrait parler, peut-être, parce que le politique, je pense que chez Lévinas c'est aussi un peu ambigu parfois, parce que c'est pas toujours politique dans le sens de l'État, de l'étatique, mais parfois c'est dans le sens du social. Et je pense que c'est aussi peut-être c'est un peu symptomal le fait qu'il mélange les deux. Il parle de cette politique qui serait basée sur la fraternité dans le social. Je veux dire, quand je parle ici de l'État, c'est pas pour créer une certaine philosophie politique chez Lévinas. C'est plutôt penser le politique dans son articulation avec le social chez Lévinas. C'était pas pour parler de l'État libéral ou de l'État quelqu'un autre. Mais j'imagine que c'était pas clair. Je peux. Il y a une chose, j'ai une question ponctuelle, mais c'est juste. Bon, je sais que Joseph Cohen a écrit sur cette question du sacrifice à partir de Lévinas. Je voulais juste demander jusqu'à quel point textuellement, il y a quoi sur le sacrifice, parce que j'ai pas regardé ça, mais textuellement, il y a beaucoup des développements sur le sacrifice dans Lévinas. Il y a un article, comment ça s'appelle? Enfin, sur l'impossibilité du sacrifice. Sur l'impossibilité du sacrifice, d'accord. Dans un regroupement d'articles. Et parfois, il dit textuellement que la substitution de l'autre, c'est pas un sacrifice. Il d'accord. Dit, d'accord. Clairement. Et alors sur le noyau, je voudrais juste, parce que j'ai trouvé, à un moment, il m'a semblé que c'était une des intentions de l'exposé, de dire que l'impossibilité du sacrifice, c'est la possibilité du don. Est-ce que je me trompe en disant c'est finalement en tous les cas un des points centraux de l'exposé? Oui, je pense. Et du coup, je voulais juste, parce que ça j'ai moins dans Lévinas, qu'est-ce qui dans le don résonne en termes de, je crois que tu as utilisé le terme d'infinition et de limitation de cette infinition ou de cet infini tout simplement. Comment ça s'articule les deux? Enfin, c'est comment le don est à la fois
infini et limitation de l'infini. C'était plutôt infinition dans le sens que le geste du don doit être sans aucun espoir de récompense. Mais c'est pour ça que je croisais ça avec le sacrifice, parce que le don qui serait le don absolu, ce sera donner ma vie à l'autre. Et justement, ça c'est pas possible, en vue des tiers, par exemple, ou en vue de justement qu'il faut rester responsable devant autrui. C'est dans ce sens que cette responsabilité se limite, c'est-à-dire qu'elle ne va pas jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice, jusqu'au suicide, Oui. que ça s'arrête au don. Je comprends et je trouve ça vraiment très intéressant, mais je me demandais juste, effectivement, si on pousse jusqu'au bout, jusqu'à quel point effectivement, on peut dire que c'est pas contradictoire comme description. De dire c'est absolument infini sans limite, et en même temps cela doit se limiter parce que c'est pas le sacrifice. Comment les deux se... Enfin, mais c'est une question que je te pose, une question que je me pose à cette occasion. Comment vraiment on articule les deux en rigueur de termes, de manière à avoir affaire à un paradoxe, mais pas à une contradiction. Je pense que c'est paradoxe dans le sens que le don, dans le geste de générosité, que ça s'effectue, parce que la générosité, c'est quelque chose qui ne présuppose pas le retour. Ça veut dire que ça va à l'infini, ça va... je veux dire, on se donne complètement dans le geste de générosité, et en même temps... Oui, je suis désolée. On se donne complètement dans le geste de générosité, et en même temps... il y a une certaine limite parce que ce don, on est capable de donner à plusieurs, et ce fait qu'on est capable d'être généreux à plusieurs personnes, je pense que c'est dans le geste, vraiment dans le geste, peut-être même littéral comme ça, que c'est possible. C'est chez Didier Franck aussi qu'on trouvait cette idée, je sais pas, dans son livre. Chez Didier Franck, on trouvait aussi cette idée dans le livre qu'il a écrit sur le Vinas, je ne sais plus le titre, qu'on donnait, mais toujours en retenant quelque chose. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'avait semblé assez... Non, c'est pas donner quelque chose en retenant quelque chose. En retenant sa part, il disait. C'est pas ça. C'est pas Flora qui parle, c'est Didier Franck. Oui, c'est pas ce que je pense. On peut lui transmettre les gens. Moi, je pense que dans l'interprétation, le Vinas ressemble beaucoup à Jankélévitch avec son idée du don participe qui oscille infiniment entre la don absolu et la conservation de soi. Et ça, c'est pas tout à fait ta conception, c'est une révélation. Moi, je pense que si toi tu préfères, tu essaies de nous vendre Jankélévitch à la place de Vinas. Ok, alors ça, le savoir, je dois dire. Ça fait très longtemps que j'ai vu Jankélévitch, mais je vais le relire. Oui, jamais. Oui, c'est des questions sur lesquelles beaucoup de gens se sont exprimés et qui sont très impliqués, et on n'a pas le temps de discuter tous les textes. Je voulais juste exprimer une résistance par rapport à quelque chose que vous n'avez peut-être pas dit, Svetlana. La question est de savoir si il y a un problème d'interprétation de autrement qu'être. Il y a un ensemble de gens, y compris l'inoubliable Joseph Cohen, j'ai l'impression, qui comprennent la description de la dédicace infinie dans Autrement qu'être comme équivalente à la prescription du sacrifice. Je pense que c'est une interprétation erronée. Il n'y a pas de prescription du sacrifice dans Autrement qu'être. Je pense que si on lit la relation éthique telle qu'elle est racontée dans Autrement qu'être, il n'y a pas à comprendre cela. On a toutes les raisons textuelles de comprendre l'inverse. Et en fait, l'argument selon lequel, en tant que sujet, je suis assigné au don, bloque déjà le sacrifice. Il y a besoin de moi pour donner, simplement. Et donc, donc ma remarque, c'est qu'on n'a pas besoin du tiers pour ça. Donc si le propos était d'expliquer l'impossibilité, la non-prescription du sacrifice de soi, du suicide, par le tiers, moi je ne serais pas d'accord. Je pense que Autrement qu'être est un livre raisonnable et concret, contrairement aux lectures démentes qui en ont été produites, et que donc dans ce livre raisonnable et concret, il n'y a pas de prescription du suicide, chose qui à mon avis n'aurait jamais traversé une seule seconde l'esprit de Lévinas. Oh, c'est vrai, j'ai jamais dit ça.
Non, mais je pense que quand même, même si Lévinas il parle, il n'insiste pas sur la nécessité du sacrifice, que quand même, je pense que pour penser le don, il faudrait penser le sacrifice pas comme justement comme figure possible du don, mais justement comme une figure hyperbolique, à tout un autre niveau, au niveau affectif, et qui serait quelque chose qui inspire le don. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais je suis pas sûre que le tiers il ne saurait pas jouer au niveau du don. Mais je suis content parce que j'ai fait monter l'intensité sonore de votre. Il y a d'autres questions. Oui, Jean-François. Oui, la même remarque peut faire que Michel. Il y a deux choses. Il y a d'une part, j'ai bien souligné l'ambiguïté du tiers, notamment dans l'expression malheureuse, je pense, d'irruption ou d'entrée du tiers, comme sur une scène, même si le mot scène, d'ailleurs, une cour de justice présente chez Lévinas. Donc vous avez bien fait de souligner l'ambiguïté du tiers. Mais il y a autre chose, et c'est lorsque Lévinas dit qu'on ne peut pas prêcher le sacrifice humain. C'est bien ça. Il y a un moment où l'éthique de Lévinas n'est pas prescriptive. Et ça n'empêche pas qu'il y ait une pensée, non pas du sacrifice, mais de la kénose, qui est tout à fait la même chose, qui est la recherche, justement, de l'épuisement du monde. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Une sacrifice qui serait finalement la version de l'éthique, puisque je supposerais qu'on puisse demander à quelqu'un de se sacrifier est profondément moral et donc sur le plan politique. Et d'autre part, un mouvement que vous avez appelé Inquisition, qui est celui de la kénose. Oui, pour parler de sacrifice, c'était pour parler de l'enchaînement de l'infini de la responsabilité. Quand Lévinas, à la fin de Delta Infini, il dit que la responsabilité, il va à l'infini et on ne s'arrête pas à répondre et du coup, ça s'enchaîne. C'est justement ce mouvement à l'infini qui m'intéressait et que le sacrifice était une formule pour en parler. Mais c'était plutôt les deux mouvements de l'infinition ou de l'illimitation qui étaient en jeu. Et on va s'arrêter là pour ce matin alors. Et on va reprendre à 14h. Voilà. Alors pour